passionnant de découvrir ce qui se passe du côté des ingénieurs territoriaux, dont on entend souvent moins parler. Tout de suite. J'avais deux questions un peu transverses aux trois présentations. Et après quelques petites questions plus précises sur les points de vos présentations à chacun. La première, c'est sur la dimension d'engagement écologiste des ingénieurs en question, que ce soit sur le mouvement technokratique, et les différents ingénieurs territoriaux. Est-ce qu'on est face à des ingénieurs qui, en fait, traitent d'environnement, ils font dans leur travail une activité de management de la nature, et ça pourrait être un autre objet de travail, mais là, en l'occurrence, c'est un objet qui est lié aux questions de nature, et du coup, ils font ça, mais en fait, peut-être que dans leur trajectoire d'ingénieur territorial, peut-être qu'ils peuvent arriver dans un autre corps et faire quelque chose qui devrait être sur un autre domaine, ça ne va pas longtemps changer que ça leur rapport à leur travail et à leur engagement au travail, ou est-ce qu'il y a des spécificités dans ces corps précis qui justement sont amenés à avoir ces travaux-là, à avoir un engagement écologiste, et du coup, voilà, comment ça vient s'articuler. Et l'autre question, elle était plutôt sur la question du rapport à l'État. Ça vaut le temps. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que j'ai compris, il y a de ton papier, notamment Clément, c'est qu'à l'ADEME, il y a une tradition, je ne sais pas comment ça se matérialise, mais de prise de recul par rapport une ouverture pour poser un discours un peu critique sur l'action de l'État, ce qui est peut-être moins le cas chez les ingénieurs territoriaux à l'ADEME, et par ailleurs, dans le monde technocratique, c'est quelque chose que tu as peut-être déployé dans ta présentation, mais c'est quelque chose que je me questionne aussi sur, vu qu'il y a un discours qui va à l'encontre du marché, du coup, quel est le positionnement par rapport à l'État? Est-ce qu'on est sur une mise en avant d'un État très fort planificateur? Mais il est plus généralement pour revenir aussi sur les ingénieurs d'aujourd'hui, les ingénieurs territoriaux, c'est dans ces institutions, quels sont les espaces pour développer une critique de l'État? Comment ça se fait qu'il y a plus ou moins d'espace dans le niveau de ces institutions? Est-ce que par exemple à l'ADEME, c'est peut-être qu'on est sur un rattachement direct au niveau du préfet, et donc c'est pas du tout le même sens de travail lié à cette chose-là. Et est-ce qu'il y a aussi des profils, des trajectoires dans les institutions particulières, que ce soit via l'investissement dans les syndicats, ou le CSE, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas le même terme en public, ou le fonctionnement du travail quotidien qui fait ça. Quelques questions un peu plus spécifiques en complément sur vos présentations. J'aurais aimé que tu reviennes en gros sur ce qu'on appelle le point de vue d'ingénieur sur l'économie. S'il y a eu des travaux de théorisation là-dessus, et aussi du coup comment c'est venu dialoguer avec les travaux d'économistes avant, après. Moi je pense que j'anticipe un peu sur la présentation tout à l'heure, mais il y a notamment des économistes un peu plus tardivement que les besoins technocratiques américains, comme Nicolas Charles-Walken, qui ont énormément thématisé ces questions de limite physique, qui parlent de bioéconomie, et qui ont repris à leur compte par les compétents de croissance. Et du coup, ça me semble très en écho avec ce que faisaient les discours tenus par les dirigeants du mouvement technocratique. Donc voilà, quel est ce lien? Du coup, Clément, j'avais aussi quelques petites questions sur la spécificité des ingénieurs qui sont recrutés à la tant en termes de statutaire, est-ce que c'est des ingénieurs territoriaux comme les autres, que du coup aussi en termes de trajectoire professionnelle, je ne sais pas si c'est des éléments là-dessus. Et j'ai une autre question.
Oui, une autre question qui est aussi également un peu liée à mes travaux sur la low-tech, c'est que dans ton papier, tu me dis que en gros, voilà, il y a une critique de ce travail qui est devenu un travail de guichetier de la part des ingénieurs de l'ADEME, et qu'en plus, il y a un discours managérial du fait que le temps dégagé quand on a fait le travail de guichetier, ça doit être un temps dédié à l'animation territoriale. Mais du coup, moi, la façon dont j'ai rencontré l'ADEME dans mes enquêtes, c'était plutôt par leur production d'expertise, leur promotion un peu innovante d'objets tels que la low-tech et de construire justement des espaces pour discuter de ça. Et du coup, j'arrivais pas trop à comprendre à quel moment ça s'insérait dans le peu d'espace d'activité qui leur restait à ces ingénieurs de l'ADEME. Est-ce que c'est du temps bonus? Est-ce que c'est un surinvestissement de travail qui leur permet de faire ce surplus, peut-être un surplus mandat avant les trucs qui perdent par ailleurs? Voilà, que ce soit les low-tech ou les questions de sobriété, d'occupation sociale, voilà, généralement. Et peut-être une dernière question pour toi, Charles. Alors déjà, il y avait juste un petit point de clarification, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris sur ce que voulait dire les déséquilibres biologiques. Je n'avais pas bien compris les différences entre les déséquilibres statistiques et les déséquilibres biologiques. J'ai quelques hypothèses, mais tu peux avoir ça permettrait de bien clarifier. Et par rapport à ça, du coup, quelque chose c'est un sujet très technique, je sais que c'est pas forcément évident quand on n'a pas des formations biologiques. Mais ce que je me demandais, et c'est en partie répondu dans la présentation avec les images qui reprend un peu la complexité technique de faire ces jaugeages, mais du coup, qu'est-ce qui est spécifiquement compliqué dans ce travail de fabrique de données et d'élaboration de statistiques, et surtout comment on passe de ce travail technique de construction de données et de connaissances précis à de la régulation. Est-ce que c'est purement la régulation est purement une lecture de la statistique, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments d'expertise qui rentrent en jeu, et du coup est-ce que là aussi il y a un savoir et des pratiques des ingénieurs de l'ADN là-dessus. Et du coup, s'il y a plusieurs activités, mais du coup, quelle division aussi du travail au sein de ces équipes-là, et d'ailleurs plus largement des gens qui s'intéressent à ce sujet. Et une dernière petite question qui est liée, j'ai beaucoup aimé l'exemple de l'ingénieur qui se met à apprendre Python, à acheter un ordinateur, à télécharger des données sur son temps libre, sur ses week-ends, et pour produire un modèle pour essayer de mieux comprendre, de voir une meilleure façon de modéliser ce qui se passe. Et du coup, j'aurais aimé que tu t'en dises un peu plus, pas forcément spécifiquement sur cette personne, mais plus largement sur l'engagement au travail et sur la façon dont à travers ce genre de choses, il y a un sentiment de faire avancer la dimension écologique des politiques de l'eau. Voilà. Il y a 2-3 questions sur le chat, mais déjà, si. Après. Est-ce qu'on répond d'abord chacun d'entre vous aux questions générales, ou est-ce que je réponds aux questions comme ça? Je pense que tu aurais la question. Du coup, sur le management de la tour, est-ce que dans leur métier qui s'occupe de ça, ça dépend lesquels? À ma connaissance, il y a plus de variantes qui sont ouvertes, qui est vraiment spécialiste de ce type de questions. La plupart d'entre eux, sinon, ça va être genre des ingénieurs électriciens, des ingénieurs, etc., des consultants du architecte, des gens qui peuvent avoir la nature. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose qu'il faudrait que je clarifie dans mon travail, de savoir à quel point l'aspect environnemental est plus prééminent chez cet auteur-là, dans tous les offres que chez les autres, parce que tous ils en parlent un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est celui qui va le plus mettre en évidence ces questions-là. Ensuite, sur le rapport à l'État, les beaucoup sont pour la socialisation, sont pour l'État de l'entièreté de l'économie, mais du
du coup, être un État qui serait un État qui, en fait, Marc Pigor, par exemple, il a dit ça le techno, c'est-à-dire en fait un État technique, un État pour une vocation d'organisation économique, et pas de. Par exemple, ils sont compilés que l'État de gérer le gamers, donc face à l'ordre, il y a la prohibition, et je trouve que c'est vraiment avec un État qui s'occupe de la satisfaction des besoins. Ensuite, le point de vue d'un jeune sur l'économie, justement, c'est mon sujet de thèse, c'est d'étudier cette idée-là, en gros, qu'il y a plusieurs courants qui revendiquent l'idée d'un point de vue d'ingénieur sur l'économie, en particulier l'idée de la planification économique, c'est l'application de l'ingénierie économique. Et donc moi j'étudie en fait déjà est-ce que ça veut dire pareil chez tous les auteurs qui disent ça, et en fait de tout évidemment que moi j'étudie deux mouvements, et déjà dans les mouvements, ça les amène à mobiliser des compétences qui sont très différentes, avec les technocrates du coup c'est de la physique, et d'autres mouvements que j'étudie c'est l'esprit, c'est des politiciens, et eux ça va être vraiment la mobilisation mathématique, le cœur de leur groupe, et le cœur de ce qu'ils considèrent comme étant une approche d'ingénieur sur l'économie. Est-ce qu'il y a des travaux de théorisation dessus? Et il y a aussi il y a quelques travaux qui en parlent, mais pas de manière systématique, c'est-à-dire que ça va être traité sur le cadre d'un mouvement particulier, mais pas forcément le seul qui aborde la question vraiment en tant que et pas juste de manière annexe. C'est le livre de Friedrich Hayek qui s'appelle Counter-Revolution Science, dans lequel en gros, comme il est opposé à la planification économique, il va essayer de dire en fait la planification économique c'est juste les ingénieurs qui connaissent en économie et qui viennent avec une espèce de déformation professionnelle appliquer leur bonne pensée à un domaine qui n'est pas légitime. Et c'est pas très proche, c'est une théorie plutôt idéaliste, en fait il n'y a pas forcément d'analyse systématique épistémique de c'est quoi exactement que ces gens font quand ils appliquent l'ingénierie économique. Donc voilà, c'est une réponse rapide. Après il y a d'autres travaux, si ça vous intéresse, je vais vous dire après d'autres travaux où la question elle est abordée à en fait c'est et ensuite, le dialogue avec l'économie. Alors, chez les technocrates, on n'a pas du tout à l'esprit, c'est-à-dire le dialogue avec les économistes, même si dans les deux cas, il y a un mépris envers les économistes, qui sont considérés comme des gens qui ne sont pas vraiment scientifiques, qui sont des idéologues, qui sont superstitieux, qui sont émotifs, etc. Donc, les ingénieurs, du coup, ils seraient détachés, ils seraient désintéressés, ils seraient vraiment voués à l'intérêt général et pas à la défense des capitalistes ou à la défense du mouvement. Et du coup, à l'esprit, il y a du dialogue avec les économistes. Chez les technocrates, pas du tout, c'est vraiment il faut supplanter les économistes comme ils sont aucune légitimité. Et voilà. Et du coup, Georges Scrurogen, à l'époque du mouvement technocratique, il est encore. En fait, Georges Scrurogen, au début, c'est un économiste orthodoxe, enfin, il fait des trucs assez dans l'esprit des marchés. Après, je suis spécialiste de Georges Scrurogen, et c'est seulement dans les années 60 qu'il développe l'économie biophysique. Et pour l'instant, je n'ai pas étudié s'il y a des liens entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui font écho. Il y a des thèmes qui ne sont pas traités par les technocrates, mais qui sont traités par Georges Scrurogen et inversement. Et la différence, c'est que la plus grosse différence pour moi, c'est que Georges Scrurogen, il n'y a pas un truc de réduction à un problème technique. En fait. Georges Scrurogen, il parle aussi, après, il y a tout un aspect moral et de réforme de la pensée, etc. Que chez les technocrates, il n'y a pas du tout. Et ces technocrates, ils voient vraiment tout ça comme un problème technique. Et donc, c'est des choses que je veux étudier plus dans le futur. Georges Scrurogen a eu des contacts avec un du Bord, qui est quand même éminent aussi en tant que scientifique, en tant que géologue. Je crois qu'il a été impliqué dans les deux, du moins il a gravité autour, et du coup, il y a peut-être des connexions, mais je ne les ai pas encore identifiées. Merci infiniment pour les questions et pour cette discussion. Je vais commencer juste par clarifier justement les points sur lesquels tu es revenu, par en discuter justement de l'engagement de travail de social ingénieur et dans la un petit peu plus général. Puis après, je trouve qu'on va discuter un peu des points plus généraux ensemble. Les premiers points donc, sur la clarification ou la différence en fait, entre justement c'est des minimums biologiques et c'est des billes strictement statistiques. Excuse-moi, on t'entend pas très bien. Oui. Donc la différence entre le minimum biologique et les billes statistiques, en fait, c'est l'intégration justement d'une dimension écologique au sens de l'état des milieux aquatiques que l'on préserve sur une certaine gamme de vie. Donc en fait, c'est une méthode qui a été développée initialement par les chercheurs de l'école INRAE qui ont travaillé sur des méthodes de micro-habitat qui a été intégrée aux politiques de l'agence de l'eau au l'État, notamment aussi par l'intermédiaire des personnes qui étaient justement dans les postes de planification territoriale et qui cherchent un peu des outils pour faire évoluer la manière en fait, de fixer ce qu'on appelle des volumes prélevables par bassin, c'est-à-dire les volumes prélevables que
on doit ne pas dépasser pour préserver un certain état écologique des cours d'eau, alors qu'un débit statistique, finalement, c'est une chronique, et c'est un débit finalement, par exemple, en parlant d'un indicateur très utilisé, ce qu'on appelle le QMR5, c'est un débit, finalement, on a une chose sur 5 tous les ans, devoir ne pas dépasser. On va avoir une chose sur 5 tous les ans, mais sans considération vraiment de quel type de niveau de ces statistiques. Et du coup, je trouve ça qu'en cours d'eau, ce qui interpelle aussi les problèmes, par exemple, c'est qu'en prenant des débits statistiques, par exemple, on va avoir des cours d'eau qui peuvent être en cycle. Typiquement, voilà, une sur 5, par exemple, et donc voilà, les débits d'objectifs, parfois fixés à 0. À partir du moment où voilà, il n'y a plus d'eau dans le cours d'eau, on a avec des logiques comme ça qui sont portées justement par les personnes qui travaillent un peu à l'interface entre justement les seuils et la réglementation. C'est deux points. Et donc, sur la complexité en fait, de travail de l'hydrométrie, moi c'est quelque chose qui m'a frappé en fait, quand j'ai fait l'entretien avec des personnes justement, qui font ce travail. C'est justement en fait, elle consiste un peu à maintenir en fait, cette relation entre une hauteur et un débit par cette courbe de carrage. C'est une relation en fait, qui est profondément instable parce qu'elle est liée à la et voilà, votre dynamique d'écoulement. Donc, typiquement, s'il y a des prélèvements mentaux, par exemple, qui sont variables, typiquement, s'il y a un barrage de capteur, typiquement, si voilà, le prix du cours d'eau évolue, en fait, il va y avoir des problématiques à ce niveau-là. Et aussi, après, c'est des complexités plus techniques, organisationnelles, de s'organiser pour avoir les moyens, en période d'étiage, notamment en période de congés estivaux, de mobiliser des agents sur différents points, parfois très éloignés, à 250 km d'écart, dans des bassins, c'est des services qui travaillent sur des territoires très grands, pour pouvoir aussi, après, par un travail aussi de maintenance, en fait, de produire de la donnée en continu, avec des capteurs, du moins des capteurs, des appareils aussi qui sont plus ou moins limités par la capacité technique et qu'il faut prendre soin. Et sur le travail justement de données contre le travail d'évaluation, il y a une vraie division du travail qui est stricte administrative entre justement les personnes qui produisent les données et les personnes qui vont produire les règlements, c'est-à-dire transformer en fait, ces données en seuils statistiques réglementaires, leur donner une portée réglementaire. Et évidemment, cette division de travail, elle suppose que dans un cas, on va essayer de produire la donnée avec le meilleur qualité possible, et de l'autre, la régulation, elle va se faire dans d'autres arènes et on va faire toute une sorte de négociation sur quel seuil on adopte et pour quel niveau de prestation. Et ça, des arènes différentes. Et la manière dont ce travail s'articule est souvent d'ailleurs critiquée aussi par les personnes qui ont fait ces statistiques, qui ont justement, si tu parlais un peu de l'engagement de travail et de la manière dont ces ingénieurs finalement cherchent quelque part à faire avancer un peu ces politiques. Moi, j'ai développé l'exemple du développement d'outils parce que c'est pareil, c'est un exemple qui m'a frappé en disant comment ces ingénieurs qui se saisissent un peu des ressources qu'ils ont, des ressources computationnelles, même de modélisation, mais sans forcément être spécialisés, qui vont aller chercher un peu des données dans d'autres arènes pour les amener dans ces politiques de l'eau, parfois effectivement après sur le temps personnel, etc. Je pense qu'il y a ce qui guide cet engagement, je pense que c'est vraiment une forme de responsabilité, d'être à des postes, c'est très peu de personnes finalement qui sont en charge de gérer ces enjeux d'un grand bassin versant. Et l'idée aussi, je pense que c'est finalement de développer des outils qui, quelque part, après, pourront être appropriés et changer des pratiques, au moins des ingénieurs, avant de changer peut-être des pratiques politiques ensuite. Et l'idée aussi d'aider aussi les collègues en fait, à se donner les moyens, quelque part, si quelqu'un développe un outil dans un service, finalement, que ça va faire boule de neige et que ça va se répandre dans tous les services. Notamment, l'histoire de l'hydrométrie et des outils aujourd'hui qu'utilise l'État sur ces questions ont été développés en fait, par des agents internes sur le point. Voilà. Merci beaucoup Aurélien pour toutes les questions et les éléments de discussion. Donc certaines des questions que je pose, c'est des questions sur lesquelles je ne suis pas complètement au clair, donc je vais essayer d'y répondre en partie en entrant par rapport à la notion qui est vraiment importante aussi pour saisir le travail des ingénieurs de l'ADEME et les formes de segmentation qu'il y a dans la répartition des tâches en interne, qui est effectivement la liberté, je pense qu'on accompagne, qui est la question du rapport à l'État. Historiquement, à l'ADEME, il y a vraiment une conception d'une mise à distance de l'État, y compris de la part du management. Moi, ça m'avait beaucoup frappé en arrivant, c'était encore en 2022, le discours, y compris des managers du siège, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'État et de l'autre côté il y a l'ADEME, alors parfois qualifié en tant aussi qu'entreprise. Alors, parfois c'était aussi au service d'une forme de discours entrepreneurial de l'existence, alors que l'ADEME de Bordeaux. Et ce discours
équilibre-là, aujourd'hui, il a plus du tout cours sous l'effet de différentes dynamiques, la création du HG2, la planification écologique, qui aura permis un instrument un peu de mise au pas de certaines administrations historiquement engagées sur les environnementaux, et concernant les ingénieurs territoriaux, le fait que le préfet ait un droit, le préfet de région et en partie de département et un droit de regard de plus en plus important sur le travail des ingénieurs territoriaux, notamment dans cette question de l'émergence. Et en gros, la dynamique, c'est plus l'État confie de l'argent à l'ADEME, plus l'État est présent et s'octroie un droit de regard. Mais effectivement, moi ce que je décrivais, c'était quelque chose peut-être un peu implacable sur la question de la centralité du travail d'instruction, mais il y a des formes de segmentation et de différenciation quand même assez importantes au sein de l'ADEME, et une spécialisation entre d'un côté le siège de l'ADEME et les services centraux qui ont plus de marge de manœuvre pour expérimenter certaines choses. Je pense sur les low-tech à l'extrême défi sur la question des mobilités. Alors qu'en direction régionale, vu que c'est eux qui opèrent le plus d'argent et qu'en plus il y a la figure du préfet qui vient s'ajouter avec le droit de regard qu'il a désormais sur les directions régionales, les marges de manœuvre sont beaucoup moins importantes et souvent d'ailleurs il y a des ingénieurs territoriaux décrivaient les ingénieurs du siège de façon un peu, alors c'est pas le mot mais un peu envieuse, dans le sens où eux au moins peuvent faire autre chose que l'instruction de fonds standardisés. Alors il y a quand même des marges de manœuvre possibles. En direction régionale, il y a des choses qui peuvent passer sous le radar du siège, mais ça ne se fait jamais sans un soutien actif du siège à des formes d'expérimentation ou d'innovation lorsqu'il est accompagné en direction régionale. Il y a ce qu'on appelle des référents innovation au sein des directions régionales qui peuvent notamment être sur l'accompagnement des low-tech. Mais c'est des choses qui passent un peu sous les radars, où les collègues essaient, avec la base de leur directeur régional, de se constituer un peu des marges de manœuvre pour pouvoir faire autre chose que uniquement de l'instruction du fonds chaleur ou de l'instruction du fonds économique circulaire. Donc ce n'est pas des choses complètement institutionnalisées, mais en tout cas qui sont de moins en moins et qui se situent de plus en plus dans les interstices de ce qui est encore possible. Et toute l'articulation dans la question de rapport à l'État, c'est que selon moi, justement, la présence de plus en plus importante et le regard de plus en plus important de l'État sur le travail de l'ADEME, il tend justement à relier ces marges de manœuvre pour pouvoir aller dans le soutien à des choses un peu différentes, typiquement dans le cas des Merci beaucoup pour des questions et des réponses, déjà très complètes. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Merci beaucoup. J'avais 3 petites questions. La première, c'était pour moi. C'était pour savoir, malgré tout, comment est-ce que ça s'institutionnalise, ces cours technocratiques à la fin? Est-ce qu'il y a des chaires? Est-ce que ça circule aussi en France? Si les bureaux d'études pour un financement, est-ce qu'il y a une externalisation dans les bureaux d'études? Le troisième, c'était Charles, c'était du coup sur la question justement de bricolage. J'imagine que ça s'accompagne aussi d'une publicisation des données en partie. Et donc aussi à la donnée publique, il n'y a pas que les ingénieurs des agences qui bricolent, mais potentiellement des protestataires, beaucoup des controverses pour aussi qui peuvent utiliser ces données pour merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, super intéressant. Il y a plein de sujets sur lesquels je peux questionner, mais malheureusement, je vais pouvoir tout poser des questions. Donc, une chacun. En bas, sur le mouvement technocratique, je sais qu'on prend un petit peu les répertoires d'action sur ce mouvement-là. Parce que tu évoques effectivement les enjeux idéologiques et ce qu'ils veulent promouvoir comme idée. Et tu dis aussi qu'ils sont très actifs dans le cadrage de la planification moderne. Donc, je veux savoir un petit peu comment tu vois, est-ce que tu as étudié un petit peu cette partie-là. Clément, du coup, sur l'ADEME, super intéressant aussi. Moi, j'ai beaucoup bossé, alors, je suis financé par l'ADEME, c'est un peu ce qui se passe, puis je rencontre aussi dans mes travaux. Et puis, j'ai aussi pas mal bossé avec l'ANCD, c'est donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est aussi une agence d'État, qui a aussi son périmètre qui a été redéfini au moment où ils ont refait le secrétaire général, enfin le commissaire général à l'égalité des territoires. Du coup, je vais poser la question, quelle est un petit peu la spécificité de l'ADEME par rapport aux autres agences d'État? Finalement, c'est aussi dans un mouvement de l'entrepreneurialisation de l'action publique, etc. Donc finalement, ce mouvement de... Donc oui, en gros, la différence de l'ADEME,
la spécificité de l'ADEME en termes d'administration technique par rapport à d'autres agences d'État qui ont été formées aussi au même moment. Et enfin, Charles, je vais poser la question des conflits d'usage. Tu parles effectivement d'une ressource qui est rare, et je voulais savoir un petit peu comment cette mise en données, des données relatives à l'eau, en fait, était aussi mobilisée au-delà de l'administration par des formes de conflictualisation sur le terrain de cet usage de l'eau dans les différentes méthodes particulières ou en terrain, etc. Merci à vous. Comment ça ne s'institutionnalise pas alors, il y a certains des auteurs qui vont finir dans les administrations du New Deal, mais ça s'arrête à peu près là parce qu'il y a aussi certains, un projet d'études technographiques sur l'industrie qui va avoir des financements publics et tout ça, simplement qui va perdre complètement dans son succès, décliner assez rapidement parce qu'il y a tout un tas de controverse pour de la figure médiatique qui s'appelle Walt Scott, qui pas quelqu'un qui tenait un tel scientifiquement, et donc ça décrivise le mouvement, et il y a des discussions autour de certains des chiffres avancés. Alors ça, malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas étudier pour essayer de trancher ces controverses-là, parce que je n'ai pas trouvé comment accéder à l'énergie sans veille. Et aussi parce qu'il y a énormément de divisions internes, et notamment pour enchaîner sur une des autres questions, autour de la question du caractère démocratique ou non du mouvement. Donc on aura une tendance qui est vraiment qui est critique de la démocratie et qui est vraiment axée sur le contrôle de l'économie par les ingénieurs, mais avec quand même une volonté d'accès à l'éducation technique. En fait, c'est pas c'est pas un truc corporatiste, mais il s'agirait de défendre les intérêts des ingénieurs et le pouvoir des ingénieurs de manière définitive. C'est un truc où, en fait, en principe, tout le monde aurait accès à l'éducation technique, tout le monde pourrait potentiellement s'impliquer dans le gouvernement. Et l'autre tendance qui est vraiment démocratique, et qui se veut démocratique, et où il y aurait plus l'idée de gestion commune, mais c'est pas forcément quelque chose qui est théorisé en détail. Ensuite, la circulation en France. Il y en a très peu. Alors j'ai quelques hypothèses sur ça. C'est que, en fait, en France, il y a un autre mouvement qui s'appelle le mouvement-sisme, qui est le mouvement du moins, et qui a certains points communs, mais pas du tout l'aspect analyse physique, environnement et tout ça. Et j'ai l'impression que les commentateurs dans la presse de l'époque, quand on a pas forcément voir les spécificités, pas forcément voir l'intérêt. Donc voilà, c'est une hypothèse, mais après ça nécessiterait une étude plus approfondie de la réception en France. Le répertoire d'action du mouvement, alors c'est une question qui est très compliquée pour eux, parce qu'on a une tension entre la posture d'experts qui touche à rien et l'action politique, surtout qu'ils ont cette croyance naïve que comme ils ont raison, les gens vont finir par s'en rendre compte et être d'accord, et qu'il n'y a pas nécessairement de monde avec les gens. Et donc ça va se réduire. Alors dans le cas de la tendance radicale du mouvement, il y a quand même une initiative qui est très importante qui est le study course, dont je n'ai pas parlé, mais les citations que j'ai affichées sont tirées. En fait, le study course, c'est un programme d'études des sciences physiques, de la biologie et de la théorie économique des technocrates, qui sert à former les militants qui ne sont pas issus de formation d'ingénieurs, afin qu'ils puissent s'emparer aussi de la théorie des technocrates. Et donc ça, ils organisent en gros des sessions d'études de ce manuel, où chacun donne des leçons et s'entraîner aux sciences comme ça. Et sinon, ça va être principalement des projets de recherche. Et après, plus tard, alors moi j'ai fait vraiment le mouvement démocratique dans les années 30, mais ils ont su après. Et si on va plus loin, on va avoir des choses qui vont être plus axées sur la prévention la résilience en cas de crise. Il y a notamment des initiatives de mettre en place des radios gérées par les militants au cas où le système de communication s'effondre, et si le système de crise s'effondre avec le système de communication, aussi de mettre à disposition leurs véhicules pendant des catastrophes naturelles, etc., pour évacuer les victimes. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup que je pourrais vous en parler. C'est dans le livre, c'est expliqué dans le livre de Henri Epstein, qui s'appelle Technocratic Methods of Automation. Voilà. Oui, ici, sur l'aspect cadrage de planification moderne, je n'irai pas jusque-là, c'est un mouvement qui fait pas forcément beaucoup de retentissement parce qu'il a disparu assez vite et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'héritage. Donc je dirais pas forcément qu'il est je vois un peu plus ça par contre.
Et pour la question de Cyprien, je pense que c'était peut-être lié à la question de savoir si la différence entre les deux, ce serait pas que les technocrates s'intéressent vraiment au continent nord-américain, à la gestion de la conservation des ressources dans le continent nord-américain, peut-être que tu restes trouvé une question plus planétaire. Là, c'était ça la question de Cyprien, c'est peut-être effectivement une piste de distinction. Un grand merci pour vos questions qui sont très complémentaires sur, justement, un peu pour revenir sur ces bricolage, sur la manière dont les données aussi sont publiées, ou sur l'eau, il y a quand même une culture qui est infusée dans la discussion de l'open data, c'est-à-dire le mouvement de l'ouverture des données, les données du débit dont je parlais, elles sont accessibles en ligne, il y a une plateforme qui s'appelle LibrePortail, et les données qui sont utilisées par ingénieurs de bassin pour faire cette pollution climatique, elles sont sur travaux de recherche, donc des données par notamment pour recherche dans le dont les données de transport sont en ligne, donc sur le contenu du TLS. Par contre, dans le cadre de l'hydrométrie, là où je vois peut-être un peu rendre visible aussi un peu les fragilités, les incertitudes hydrométriques, notamment sur les dispositifs de gestion de crise, là l'outil en question, c'est un outil interne, c'est un outil d'État qui n'est pas accessible, qui est déjà un outil à l'heure actuelle, et qui pousse justement des discussions pour surtout le rendre accessible à cette infrastructure, sachant qu'elle pourrait donner lieu effectivement à des négociations intermédiaires, mais sur en fait, plutôt sur un seuil ou un autre, et donc des négociations un peu d'un sens dans l'autre qui sont déjà très conflictuelles dans ces comités, donc c'est une attitude qui au départ elle est interne à l'administration. Donc ça aussi, en fait, ça fait partie justement un peu des interfaces qui sont faites dans ces services et dans cette culture un peu autour de données. Et notamment, je parlais de la manière dont elles sont mobilisées dans les conflits d'usage. En fait, c'est là aussi, ces données, quelque part, elles ont un petit peu leur limite. C'est-à-dire, d'une part, elles permettent quand même d'objectiver des situations, des cas de ressources en certains points, sur une certaine période de temps, avec un certain niveau de fiabilité. D'une part, donc ça, c'est la manière dont elles sont utilisées par les services de l'État notamment. Mais par contre, en fait, souvent, dans ces affaires, il y a d'autres savoirs qui sont en jeu, des savoirs locaux, des savoirs économiques qui sont plus complexes, en tant que voilà, juste un niveau d'eau, un instant donné. En fait, ces données, en elles-mêmes, elles n'ont pas vraiment de capacité, on ne peut pas vraiment les expliquer. C'est-à-dire qu'on prend, finalement, on a une diminution drastique d'un débit depuis 20-30 ans dans les stations d'eau. Est-ce que c'est dû aux effets du changement climatique et une augmentation, une amélioration du réseau liée à ces changements? Est-ce que c'est lié à une intensification des pressions du prélèvement? Pareil, qu'on quantifie assez peu, qu'on a du mal à maîtriser les impacts sur la ressource. Tout ça, c'est ce qui fait l'objet en fait de débats au niveau local, dans lesquels aussi les acteurs vont essayer d'amener d'autres formes de savoir, notamment, moi je travaille aussi sur un cadre de projet de territoire pour la gestion de l'eau sur un morceau de la nappe d'Alsace qui est alimenté par sur lequel il y a des urgences climatiques qui sont très liées au niveau de la nappe, et vraiment la construction de poids public, là dans ce cas-là, elle s'est pas faite à partir des données, parce qu'en fait, l'hydrométrie n'arrivait pas vraiment la problématique, mais plutôt par des acteurs, des hydrologistes qui sont manifestés, qui ont écrit à la préfecture notamment, qui se sont alliés avec des élus locaux pour faire monter le problème de l'assèchement de ces cours d'eau sous l'effet de prélèvement de l'irrigation à différentes échelles dans les politiques de l'eau. Donc ça passe aussi évidemment par d'autres formes de savoir. Peut-être pour répondre à des questions, très rapidement sur des questions que je n'avais pas répondu sur l'engagement écologiste et le rapport à l'État, rapidement sur l'engagement, parce que voilà, c'est en général des personnes qui ont un trajectoire choisissent ces questions de l'environnement, de l'eau, et ça ne peut pas vraiment travailler dans d'autres secteurs. Il y a aussi la question de l'hydrométrie, aussi des passions politiques qui sont en jeu, c'est probablement des activités qui sont très peu valorisées, mais voilà, sur lesquelles il y a aussi une connaissance intime du lieu, le fait de pouvoir travailler dans la nature, etc. aussi. Dans les passions politiques, voilà, j'ai aussi des passions techniques, justement, le collectage, les outils, etc. Et pour la question du rapport à l'État et de la hiérarchie, effectivement, les ingénieurs sont positionnés souvent ils sont très exposés en fait, par rapport à, je pense, souvent le préfet, donc le préfet de département, et une organisation aussi qui est, ces institutions, elles ont une histoire, et auparavant, on avait différents services, l'équipement, de l'agriculture, etc. Et même au niveau régional, il y avait des règles, des institutions spécifiques qui portaient les questions environnementales. Finalement, le constat de ces ingénieurs qui ont vu un processus de transformation, c'est de se dire là où avant on avait à la fois l'environnement dans l'État, maintenant cette fois l'environnement en fait elle est intégrée à une machine qui est beaucoup plus large, avec des grosses couches de coordination. Finalement,
elle est quasiment inaudible en fait, et on n'a plus de débat contradictoire en fait, dans l'État. Et ça, c'est une maladresse quand on est dans un milieu qui nous cette situation. Donc, merci. Je vais faire vite parce que sur l'externalisation de l'expertise auprès des bureaux d'études, oui, alors complètement, l'ADEME en tant que, endossant ce rôle un peu d'agence d'exécution désormais, est vraiment de le faire et pas dans le faire. Donc il y a vraiment, je pense, une espèce de division sociale de la production d'expertise, avec d'un côté l'ADEME qui va être au pilotage, c'est-à-dire au financement et au contrôle un peu à distance de la production d'expertise via des réunions techniques tous les 3 mois, tous les 6 mois, vis-à-vis des bureaux d'études qui est financé, qui a répondu au cahier des charges concernant la question à traiter. Et de l'autre côté, la production de données, son analyse, qui, elle, est réalisée par des bureaux d'études essentiellement. Donc c'est plutôt ça, la dynamique qu'on retrouve généralement dans la production d'expertise. Après, il y a aussi des avis d'experts de l'ADEME qui sont vraiment écrits en propre, mais à partir de production de données cumulatifs, produits par différents bureaux d'études sur différents sous-thématiques de l'avis d'experts. Premier point. Et sur la question des spécificités de l'ADEME par rapport aux autres agences de l'État, je pense que historiquement, un peu l'ADEME, sa spécificité par rapport à d'autres opérateurs, que ce soit l'ANCT, que ce soit la Banque des territoires ou d'autres opérateurs qui investissent la question du financement de la transition écologique, c'est que l'ADEME a un discours public et a tenté de participer au cadrage de la question environnementale. C'est notamment ce que Jean-Baptiste dit sur justement la participation de l'ADEME aux représentations un peu dominantes de la question climatique, mais aussi sur d'autres enjeux, essayer de faire émerger un peu la question de la sobriété ou autre, ce qui n'est pas le cas de la question de la Banque des territoires, qui n'ont pas d'existence publique et médiatique. D'autres spécificités de son travail de prospective aussi, qui est finalement un appui à la critique, potentiellement. Mais ces spécificités, c'est justement ce que tend à relier le fait d'avoir un poids de l'État plus affirmé. Typiquement sur le travail de prospective de l'ADEME, le fait qu'on ait eu un plan du SGPE à 2030 induisait que l'ADEME, dans ses futurs exercices de prospective, doit tenir compte du plan du SGPE qui est le plan de l'État, vis-à-vis duquel il ne s'agit pas de dévier. Donc, des spécificités, mais le resserrement du bureau d'État sur l'agence tend finalement à banaliser ces différentes agences, d'où aussi l'injonction de plus en plus forte à la coordination entre l'ANCT, la Banque des territoires et l'ADEME, qui doivent tendre, et le CEREMA aussi, à devenir de plus en plus, comme le revendiquent notamment les élus locaux, une forme de guichet unique au financement de la transition écologique, et un appel plutôt à la banalisation de ces différentes agences, d'où aussi les appels à la fusion, tels qu'on peut les entendre aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va devoir s'arrêter là parce que j'avais passé déjà un petit peu de temps, donc on est un peu en retard, mais pas de panique, tout va bien se passer.